Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Hugh. Chronique autopsie de la double peine. Ce thème, il me tenait vraiment à cœur de l'évoquer, sans doute parce qu'il a toujours tenu une place centrale dans ma vie, et particulièrement en ce moment. Pour commencer, je dirais qu'à mes yeux, la double peine, c'est la colonne vertébrale de mon fardeau de l'aidant d'enfant d'addict, peut-être même son ADN. En effet, le poids qu'exerce le fardeau sur ma vie, sa texture, sa couleur, son énergie, eh bien tous ces facteurs se trouvent en grande partie nourris par ce que je nomme la double peine. Alors pourquoi double peine ? Eh bien parce que lorsqu'on a un parent alcoolique, j'ai remarqué qu'on se retrouve bien souvent confronté à deux peines distinctes. Tout d'abord, il y a la peine au sens du mal-être, du chagrin, de la tristesse. J'avais 6 ans quand j'ai rencontré cette première peine, lorsque j'ai perçu que ma maman avait un problème. Le soir, je ne la reconnaissais plus. Au départ, je n'avais pas compris que c'était l'alcool, le responsable de ces états modifiés de conscience. Tout ce que je voyais, c'est qu'elle disparaissait. Alors chaque soir, la peine se manifestait en moi dans mon ventre. Avec le temps, elle s'y est installée, développée, puis elle s'est propagée. Elle a pris la forme d'un sac, situé dans mon dos à hauteur d'épaule. Jour après jour, je sentais cette pesanteur invisible, bien accrochée à moi, comparable à un boulet que je traînais partout où que j'aille. Par la suite, j'ai grandi et j'ai mené une véritable enquête qui m'a amené à comprendre que ma mère souffrait d'alcoolisme. Des années durant, j'ai engagé tout mon cœur et mon énergie pour tenter de la sauver. À chacun de mes échecs, je sentais la contraction dans mon ventre s'accentuer. La tristesse et la peine s'entassaient au niveau de ce sac dans mon dos. Il était de plus en plus lourd à porter. À l'adolescence, j'ai vraiment pris conscience que je n'avais aucune prise sur l'alcoolodépendance de ma mère. Ça a été extrêmement difficile pour moi, déchirant, de devoir reconnaître ma défaite face à ma plus grande rivale qu'est l'addiction. Dès lors, je me suis résolue à laisser ma mère s'enfoncer dans cette maladie sournoise, et j'ai entamé le long processus si complexe qui consiste à faire le deuil de mon parent structurant, à savoir ma douce maman Dumbo. Chaque soir, je ne supportais pas d'être confrontée à l'ivresse de ma mère. J'en venais à éprouver de la honte, une profonde gêne d'être son enfant. J'étais dégoûtée quand les gens me disaient « Oh, dis donc, qu'est-ce que tu ressembles à ta maman ?» Pour moi, ces mots résonnaient comme la pire insulte qui soit. J'avais du mal à lui témoigner du respect, tant la révolte m'animait au quotidien. Mon ventre abritait de la hargne, de la rage. Elles étaient comme des pierres, des gros cailloux catapultés directement au sein de ce sac, dans mon dos. Je ne percevais même plus ces bretelles qui cisaillaient mes épaules. C'était comme si elles avaient fusionné avec mon être. Ainsi, ce sac prenait insidieusement racine dans ma colonne vertébrale. Lentement, mais sûrement. Jusqu'à devenir une partie intégrante de moi-même. Je me suis dit à ce moment-là que toute ma vie, je n'allais pas avoir d'autre choix que de le subir. La deuxième peine, elle, je l'assimile à la notion de sanction, punition, châtiment. Oh, je n'avais pourtant commis aucun délit, à moins que le fait d'avoir un parent alcoolique en soit un. J'avais 24 ans lorsque j'ai rencontré cette deuxième peine. À l'époque, mon père était en cure de traitement pour combattre son cancer. C'était un soir, je m'en souviens très bien, car c'était le lendemain du réveillon de Noël. Mon père s'était levé de table pour se rendre dans son bureau et il en était revenu quelques secondes plus tard avec un papier. Bon, ça sent le sapin mon histoire de cancer. Du coup, je suis passé aux pompes funèbres aujourd'hui. Voilà le formulaire de mon contrat obsèques. Pour le cercueil, j'arrive pas à me décider. Bois de rose ou bois de hêtre, qu'est-ce que vous en pensez ? Ma mère éméchée a explosé en sanglots, quitté la table et s'est réfugiée dans le garage, son sanctuaire, pour y noyer probablement son chagrin dans le whisky. Mon père, lui, a poussé un profond soupir et m'a regardé un sourire en coin. « Pouh, minounette, je te souhaite bien du courage avec ta mère une fois que j'aurai cassé ma pipe. La première chose qu'il faudra faire, c'est vendre la maison. Bien sûr, ta mère va refuser, à cause des souvenirs, l'aspect sentimental, bref.
tu la connais. Mais comme la gestion des finances, c'est pas son fort, et que cette baraque va lui coûter un bras si elle reste dedans, il faudra que tu la forces à vendre. Oh, je te fais confiance, va, tu trouveras bien un moyen. J'insiste. Sinon, en plus d'avoir à gérer la veuve alcoolo-éplorée, ce qui sera déjà, à mon avis, loin d'être une partie de plaisir, tu devras faire face en plus à des problèmes d'argent. Oh, heureusement, moi, je serai plus là pour voir la galère que c'est. Je n'étais pas prête du tout à encaisser ce que je venais d'entendre. J'avais l'impression de peser une tonne tout à coup. Je me voyais en train de m'enfoncer dans le sol. J'étais sidérée, accablée. J'ai commencé à développer des cervicalgies et lombalgies chroniques. À croire que ma carcasse croulait littéralement sous le poids écrasant de ce maudit sac, que j'ai rebaptisé mon fardeau, tant je trouvais cette image plus appropriée. Il se trouvait en prise directe avec ma tête, la précipitant dans la spirale infernale de l'anticipation anxieuse face à l'avenir. Que va-t-il se passer si mon père meurt? Qu'est-ce que ma mère va devenir? Et si l'alcool réduit sa cervelle en bouillie? Et si elle devient irresponsable? Et si j'ai pas envie de la gérer? Et si? Il y en a à l'infini. Moi qui n'avais eu de cesse toute ma jeunesse de me répéter qu'une fois sortie du huis clos familial, lorsque je prendrais mon indépendance, je serais libérée de la majeure partie de mes tourments, et j'avais réussi à m'en persuader. Cette échéance, c'était la bouée de sauvetage de ma santé mentale. Elle parvenait à désamorcer la montée en puissance des bouffées d'angoisse qui s'emparaient régulièrement de mon ventre. Et voilà que maintenant, mon fardeau prenait une toute autre ampleur. J'ai réalisé que ma punition, ma sanction, mon châtiment, prenaient la forme d'une peine à perpétuité, et que j'étais condamnée à vivre envahie, ou plutôt persécutée par l'alcoolisme de ma mère, jusqu'à ce qu'elle décide de se faire soigner, ou bien jusqu'à ce qu'elle meure. Ah, il n'y avait plus de place là dans mon ventre, dans mon dos, dans ma tête pour entasser mes tourments. Alors à l'instar des métastases d'un cancer, mon fardeau, lui, s'est immiscé partout en moi, dans chacune de mes cellules. J'ai pris conscience qu'au-delà d'avoir profondément souffert de l'absence de ma mère, au sens de mon parent structurant, j'allais devoir endosser la responsabilité de ce parent défaillant. Dans mon ventre, j'ai senti ma blessure d'abandon faire de la place pour en accueillir une nouvelle, peut-être plus difficile encore à apprivoiser, la blessure d'injustice. J'avais 33 ans quand mon père est mort. Immédiatement après sa disparition, j'ai senti au plus profond de mon être que je n'avais plus de parents. Pour être honnête, je n'avais jamais réalisé à quel point mon père représentait à lui seul l'image de l'entité parentale, ce rôle de soutien, de ressource pour moi. Tout en conscience, j'ai assisté à la dissolution de la filiation mère-fille qui nous rattachait, ma mère et moi. Je crois que c'était l'unique issue pour me permettre de rester en contact avec elle. Je me sentais relativement en paix avec cette idée d'être orpheline, symboliquement. C'était comme si j'avais enfin digéré la fameuse première peine, si on peut dire. Il n'y avait plus de colère, plus de ressentiment dans mon ventre. J'éprouvais désormais une compassion universelle pour ma mère, pour l'être humain qu'elle est. J'étais prête à faire face aux aléas de sa descente aux enfers, à veiller sur elle de loin et intervenir dès lors qu'elle basculerait à la dérive. L'ennui, c'est que je me suis très vite retrouvée dans l'embarras, car même si l'état psychique de ma mère empirait tout comme sa consommation d'alcool, elle tenait le coup. Incroyable comme elle était instable dans son instabilité. Elle pouvait connaître des périodes de gros bas, elle parvenait toujours à remonter plus ou moins à la surface. Oh, elle était très borderline, certes, mais pas au point de nécessiter une hospitalisation en psychiatrie ou la mise en place de mesures de protection. Pas encore, tout du moins. Au fil des mois, cet état d'alerte, cette vigilance que je manifestais à son égard sont devenus franchement lourds à porter. C'est devenu une importante source de pollution dans ma vie, le genre qui provoque des pensées tourmentées qui tournent en boucle, qui vous plongent dans une profonde solitude. Je n'arrêtais pas de me demander « Et qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ?» Comme ma mère est dans le déni, elle n'a pas conscience de son état. Est-ce que ne rien faire ne pourrait pas être considéré comme de la non-assistance à personne en danger? Et d'un autre côté, intervenir ne pourrait-il pas être perçu comme une atteinte à sa liberté? Après tout,
Si elle veut s'autodétruire, mais c'est son choix, non? Ah, quel casse-tête. J'ai décidé de m'en remettre à mon ventre, le GPS de ma vie. Et c'est ainsi que 6 mois après la mort de mon père, j'ai senti qu'il était temps pour moi de convaincre ma mère à s'entourer de médecins pour qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier. Je refourguais, pour ainsi dire, la patate chaude au corps médical. Je n'étais plus l'unique juge de la situation de ma mère. Ça me donnait l'impression de m'alléger quelque peu du poids de mon fardeau. Malheureusement, mon répit s'est avéré de courte durée, car très vite, j'ai repensé à ce qu'avait dit mon père concernant la difficulté de ma mère à gérer l'argent. Ça faisait déjà 1 an qu'il nous avait quittés, et ma mère ne pouvait pas envisager de vendre la maison. Je n'avais aucune idée de l'état de ses finances, et honnêtement, c'était très stressant. Car s'il y a bien une chose à laquelle je ne suis pas sûre de pouvoir survivre, psychiquement parlant, c'est bien la perspective de devoir un jour payer pour elle. Rien que d'y penser, ça me met hors de moi. Je considère que ce serait vraiment le comble de l'injustice. Dans mon ventre, je l'avoue, ce scénario résonne de façon beaucoup plus douloureuse que si ma mère venait à mourir. Si son alcoolisme en venait à porter atteinte à l'équilibre de ma propre famille, à celui de mes enfants, oh mais j'aurais la haine contre elle. Alors, pour éviter d'en arriver là, je me suis décidée prochainement à aller rendre visite à ma mère pour lui demander d'avoir un droit de regard sur ses comptes. J'espère qu'elle va comprendre ce qui motive ma démarche, qu'elle va accepter. Car dans le cas contraire, je n'hésiterai pas à demander une évaluation psychiatrique par un expert, la mise en place d'une mesure de protection le cas échéant. J'ai conscience que cette prochaine étape pourrait aboutir sur la rupture avec ma mère, et je l'accepte. J'ignore ce que l'avenir réserve, mais une chose est sûre, je sens que je ne suis pas au bout de mes peines. Fin de la chronique.